La cuisine était encore tiède du pâté en croûte que j'avais préparé bien que personne ne m'ait remercié pour cela. Antoine laissa son assiette dans l'évier. Camille était sur son téléphone dissimulant à peine son impatience tandis que Pierre s'appuyait contre le plan de travail avec ce regard qu'il prenait quand il pensait que j'exagérais. « Je suis fatiguée, dis-je en essayant de garder une voix calme. J'ai besoin d'un peu de temps pour moi. Je ne peux pas continuer à tout faire. Garder les petits-enfants chaque week-end, payer les factures qu'ils oublient de couvrir, être la seule qui se souvient des anniversaires, des courses, des ordonnances médicales. »« Oh maman, ce n'est pas si grave, » interrompit Camille sans même lever les yeux. Je la regardais, puis Pierre. « Pour moi, si c'est grave. » Il y eut une pause juste assez longue pour que le poids de mes mots flotte. Alors, Pierre lâcha un petit rire et croisa les bras. « Si c'est un tel fardeau, peut-être que tu ne devrais pas être ici. Je veux dire, j'aimerais bien que tu partes si ça va être comme ça. » La cuisine devint silencieuse. Je le regardais et il ne broncha pas. Pendant un long moment, je ne dis rien. Je m'essuyais les mains avec un torchon, le pliais en deux et le posais sur le plan de travail, comme s'il était la chose la plus fragile du monde. Puis je me retournai et sortis de la cuisine, sans faire de bruit. Dans ma chambre, je m'assis au bord du lit et regardai la photo de Michel sur la table de nuit. Il aurait su quoi dire. Ou peut-être pas. Peut-être se serait-il assis avec moi dans le silence comme il le faisait quand je n'arrivais pas à dormir. J'ouvris le tiroir du bas de la table de nuit et sortis le dossier que je n'avais pas touché depuis des mois. Celui qui contenait les numéros de compte, les mots de passe, l'acte de propriété de la maison. Mes doigts étaient fermes tandis que je tournais les pages. Ils pensaient que je n'avais rien, que j'étais trop vieille, trop douce, trop dépendante pour partir. Mais maintenant j'avais quelque chose de plus fort que le confort. J'avais la décision. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Pas de tristesse, mais parce que quelque chose avait changé en moi. Comme un courant d'air se glissant par une porte que je n'avais pas ouverte depuis des années. Je restais dans le lit regardant les ombres au plafond changer de forme, heure après heure, jusqu'à ce que le matin se glisse à travers les rideaux. À l'aube, je me levai et préparai une cafetière que je ne prévoyais de partager avec personne. Je m'assis seule à la table de la cuisine, regardant le dossier que j'avais apporté de la chambre. Il y avait des pages de documents ennuyeux pour la plupart, mais j'avais toujours fait attention quand Michel parlait de chiffres. Je me souvenais de sa voix claire, basse et patiente. « Être propriétaire, c'est important, Elisabeth. Ne mets jamais ton nom en second sur quelque chose que tu as construit. » C'était un homme traditionnel sur beaucoup de choses. Il pensait que le dîner devait être chaud quand il rentrait à la maison, que élever les enfants était principalement ma tâche. Mais avec l'argent, il me faisait confiance, sans hésiter. Et quand il mourut, il laissa tout à mon nom. Pas parce qu'il ne faisait pas confiance aux enfants, mais parce qu'il voulait que j'aie le contrôle. Je ne m'étais pas rendu compte du cadeau que c'était jusqu'à maintenant. À 10 heures, j'étais habillée avec ma veste bleu marine et mon pantalon. Je pris la berline, pas le monospace que Pierre empruntait toujours. Le chemin vers le bureau de Simon Moreau fut tranquille. Juste moi et mes pensées, plus claires qu'elles ne l'avaient été depuis des mois. Simon était l'ami de Michel depuis 30 ans et notre avocat depuis encore plus longtemps. Quand il me vit entrer, il haussa légèrement les sourcils, mais se leva et me donna une poignée de main ferme. « Alors, Elisabeth, tu as l'air d'une femme avec un but. »« Je le suis, » dis-je. « Je veux comprendre tout ce que je possède et je veux le déplacer là où seuls mes yeux peuvent le voir. » Les 2 heures suivantes, nous passâmes en revue chaque compte, chaque investissement, chaque titre et police d'assurance. Quand il fit le total, je ressentis un mélange étrange de surprise et de certitude. Plus de 4 millions d'euros en actifs. Et pas une âme dans ma famille ne le savait. Avant de partir, je demandai à Simon de commencer les transferts. Je voulais que le silence autour de moi signifie quelque chose, cette fois. L'appartement face au lac avait toujours été à moi, bien que personne dans la famille n'ait demandé pourquoi je le conservais. Michel et moi l'avions acheté quand nous étions jeunes, rêvant de prendre notre retraite près de Léo. Après sa mort, je l'avais gardé en silence, le louant parfois,
l'utilisant quand j'avais besoin d'espace. Il était devenu mon sanctuaire secret. Et maintenant, c'était mon plan d'évasion. Le déménagement prit 2 jours. Le reste, je le Je laissais n'emballais pas derrière, tout, sachant que la seulement maison ce était que toujours j'aimais. légalement à moi. Qu'il suppose que j'étais juste en visite quelque part. Il ne faisait jamais assez attention pour remarquer la différence. La première chose que je fis fut de changer les serrures des 2 propriétés. Puis j'entrai dans la banque en ligne et arrêtai tous les virements automatiques pour les comptes de la carte de Pierre, le paiement de la voiture de Camille, et les abonnements de streaming et courses d'Antoine. Ce n'était pas personnel. C'était quelque chose qu'il était temps de faire. Le premier message arriva de Pierre le soir suivant. « Elisabeth, tu as fait quelque chose avec mon paiement. Ma carte a été refusée au dîner. »« Pas cool, maman. » Pas de salutation, pas d'inquiétude, juste de l'agacement. Puis vint le message vocal de Camille de 3 minutes couvert de miel. « Salut maman, je voulais juste dire que j'espère que tu vas bien. J'ai remarqué que le paiement de la voiture n'est pas passé, et j'ai pensé que c'était peut-être une erreur ou je ne sais pas. Quelque chose qui n'allait pas avec ton compte. Enfin, fais-moi savoir. Je t'aime. » Elle ne demanda pas où j'étais. Personne ne le fit. Ils ne vinrent pas, ne frappèrent pas à la porte. Ils remarquèrent seulement que l'argent manquait. Je ne répondis pas au message. Le matin suivant, j'étais pieds nus dans la cuisine de l'appartement, enveloppée dans ma robe de chambre avec une tasse de café chaud entre les mains. Dehors, le lac était tranquille. La brume matinale montant comme un soupir retenu trop longtemps. Le silence était absolu. Pas de télé, pas de cris, pas de chaussures dans l'entrée. Pas d'appel demandant de l'aide pour des transports, des enfants ou des courses. Je pris une longue gorgée. C'était la première fois en années que je me sentais seule sans être dérangée. Et ce n'était pas de la solitude. C'était du soulagement. Je ne devais d'explication à personne maintenant. Pour le week-end, les conséquences commencèrent à se faire sentir. Camille appela 3 fois dans un après-midi, chaque message plus désespéré que le précédent. « Maman, s'il te plaît, j'ai besoin de quelqu'un pour garder Léa. Vincent a un service et ma baby-sitter m'a fait faux bond encore. Peux-tu me rappeler ? C'est urgent. » Elle ne dit pas comment j'allais, ne demanda même pas. Pierre ne laissa pas de messages vocaux. Il préférait exiger. Le vendredi arriva un nouveau texto. « Elisabeth, la banque a refusé ma demande. Tu étais censée être la garante. Je suppose que tu as oublié. Arrange ça. » L'arranger, comme si j'étais encore à sa disposition pour contrôler les dégâts. Comme si mon nom sur ces documents était quelque chose qu'il avait mérité. Pas assumé. L'appel d'Antoine arriva tard, juste après 9 heures. Je le laissais aller sur le répondeur, mais je l'écoutais. « Salut maman, j'ai remarqué que tu n'es pas à la maison. J'espère que tout va bien. Je ne sais pas si j'ai fait quelque chose de mal, mais dis-moi juste si tu vas bien. » Sa voix était douce, hésitante, comme celle d'un enfant qui lève enfin les yeux et se rend compte que la maison est vide. Je ne répondis pas. Cette nuit-là, j'ouvris mon journal et laissai la vérité sortir sans hésiter ni m'excuser. J'ai élevé des enfants qui ne me voient pas à moins qu'ils aient besoin de moi. Ils savent me trouver quand ils veulent quelque chose. Argent, temps, effort, mais pas quand je suis silencieuse. Pas quand je suis tranquille. Ils n'ont jamais appris à demander qui je suis, seulement ce que je peux faire. Je regardais la page un long moment avant de fermer le journal et de le poser. Le matin suivant, je pliais mes vêtements, tandis que les nouvelles jouaient doucement en arrière-plan. Je préparais un petit déjeuner simple pour une. Il n'y eut pas d'appel. Personne ne frappa à la porte. Juste le silence. Le silence béni. Alors il me vint à l'esprit que l'absence a un son. Et dans cet espace, je commençais enfin à entendre ma propre voix à nouveau. Ce fut le jour où je décidai de les inviter à dîner. Je mis la table avec la belle vaisselle, celle qu'ils n'avaient pas eue depuis les funérailles de Michel. Nappes en tissu, grands verres, vrais couverts. Je préparais du poulet rôti, des pommes de terre à l'ail, des haricots verts aux amandes. Personne n'apporta rien, bien sûr que non. Ils arrivèrent un par un avec la confusion cachée derrière la courtoisie.
Camille arriva en premier avec un rouge à lèvres, trop rouge pour l'occasion, et un sourire à moitié nerveux. « Ça sent bon ici », dit-elle en regardant l'appartement comme si c'était un musée. « Je ne savais même pas que tu avais un endroit comme ça. » Pierre arriva après, plus rigide que d'habitude. Son costume semblait froissé. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-il en entrant, cherchant des signes de confrontation ou de récompense. Antoine arriva en dernier, silencieux, les mains dans les poches, évitant de s'asseoir. Nous passâmes la salade avec une conversation légère, mais je ne la prolongeai pas. Une fois que les assiettes furent vides, je sortis le dossier. « Je veux vous montrer quelque chose, » dis-je. Je posai les documents sur la table, le testament mis à jour, les résumés d'investissement, les actes de propriété et enfin un paquet de lettres de Michel. Des dizaines écrites à la main au fil des années, toutes adressées à moi. Ils regardèrent les papiers un par un comme s'ils déchiffraient une langue étrangère. « Ça dit que tu as plusieurs comptes ?» demanda Camille dans un murmure. « Et tu es propriétaire du bâtiment de la librairie au centre », ajouta Pierre, incrédule. « Je pensais que c'était juste un local de location, » dit Antoine. « C'est à moi. Ça l'a été pendant des décennies. » Camille parcourut un relevé de compte. « 80 000 €, murmura-t-elle. Dans un seul, j'observais leur visage se réorganiser, surprise, incrédulité, calcul. « Vous avez supposé que je n'avais rien, » dis-je doucement, « parce que j'ai tout donné. » Je pris l'enveloppe avec les lettres de Michel et sortis une marquée d'un ruban rouge. « Ceci était pour notre 35e anniversaire, dis-je. Michel a écrit. Je m'inquiète que nos enfants te voient comme un service, pas comme une personne. J'espère qu'un jour ils comprendront ce que tu as sacrifié pour eux. » Je laissai les mots s'installer. Personne ne parla. Je repliai la lettre et la remis dans l'enveloppe. Puis je levai les yeux. « Maintenant que vous savez ce que j'ai, parlons de ce que je ne donnerai plus. » Pierre fut le premier à rompre le silence. Il poussa sa chaise un peu en arrière et croisa les bras, la voix tranchante. « Alors qu'est-ce que c'est, maman ? Un spectacle pour nous faire culpabiliser ? Tu cachais tout cet argent juste pour nous le jeter à la figure maintenant ?» Les yeux de Camille se remplirent de larmes. « Ce n'est pas juste, dit-elle, bien qu'il ne soit pas clair à qui elle s'adressait. Elle essaie juste de, je ne sais pas, nous dire quelque chose, partager quelque chose. » « Non, dis-je calmement. Je ne cherche pas à culpabiliser qui que ce soit, je vous montre la vérité. La vérité sur ce que j'ai fait, ce que j'ai et ce que je ne continuerai pas à faire. » Antoine bougea, regardant ses mains. « Peut-être que je t'ai tenue pour acquise, » dit-il doucement. « Je n'y ai jamais pensé comme ça. Je suppose que j'assumais juste que tu serais toujours là. »« Je l'ai été, » dis-je. « Mais ça s'arrête maintenant, pas par punition, par nécessité. » Pierre souffla. « Alors qu'est-ce que tu veux ? Qu'on demande pardon à genoux ? Qu'on se batte pour ton approbation maintenant qu'on sait que tu as des millions cachés ? » « Je veux du respect, dis-je. C'est aussi simple que ça. » Je me levai, ramassant les documents dans le dossier. Plus de prêts, sans condition, de paiements et de raison. « Antoine, vas-tu payer un loyer ou chercher un autre endroit ? Camille, si tu as besoin que je garde les enfants, tu l'organises ou tu le demandes avec respect, sans supposer. Pierre, si ton entreprise a besoin de fonds, présente un plan, celui que tu ferais à un étranger. Parce que cette famille n'est pas une banque et je ne suis pas votre garante silencieuse. » Camille essuya une larme. « Tu ne crois pas qu'on t'aime ? Je crois que vous aimez la version de moi qui ne demande rien et donne tout, mais cette femme n'existe plus. » Antoine me regarda dans les yeux enfin. « Alors qui es-tu maintenant ? » « Quelqu'un avec des limites, dis-je. Quelqu'un qui sait enfin ce qu'elle vaut. » J'allai à la cuisine et revins avec le dessert. Tarte aux pêches encore tiède. Je la posai au centre de la table, disposai 4 petites assiettes et m'assis. « L'amour n'est pas un distributeur automatique, dis-je en servant. Et moi non plus. » Ils mangèrent en silence après ça,
chacun mâchant plus que juste de la nourriture. Les jours après le dîner s'étirèrent. Larges et incertains. Je ne savais pas à quoi m'attendre, alors je n'attendis rien. Camille fut la première à s'approcher. Son premier appel arriva en milieu de matinée, 2 jours après. Pas de crise, pas d'urgence de baby-sitter. Juste un hésitant. « Salut maman, je pensais à toi. Comment va ta semaine ?» Sa voix était trop brillante, trop mesurée, mais je laissais passer. C'était quelque chose. Nous parlâmes 11 minutes d'un livre qu'elle avait acheté à l'aéroport et de sa dernière tentative de cuisiner thaï. Elle ne demanda rien. Quand on raccrocha, je regardai le téléphone un long moment, surprise de combien le petit geste m'avait touchée. Pierre ne dit rien. Pas un appel, pas un message. Je m'y attendais aussi. Antoine fut plus silencieux que d'habitude, mais commença à bouger différemment dans la maison. Il passa l'aspirateur dans le salon sans qu'on le lui demande, répara le porte-serviette cassé de la salle de bain et commença à laver sa vaisselle. Le mercredi, il apporta des courses, mais c'était la première fois en année que je le voyais agir, comme s'il vivait avec quelqu'un, pas sous quelqu'un. Je passais une matinée avec Françoise, ma voisine de l'appartement, veuve depuis 10 ans, perspicace comme toujours, avec une voix comme de la rouille et du cognac. Nous nous assîmes sur son balcon avec du thé et des biscuits au beurre, pendant que je lui racontais le dîner. « Tu leur as dit la vérité, » dit-elle en hochant la tête comme si elle l'avait attendu. « Ce n'est pas de la cruauté, Elisabeth. Ça s'appelle avoir une colonne vertébrale. Maintenant tu en as une. Ne l'arrange pas juste parce qu'ils ont peur. » Je souris. Ça fait encore bizarre de dire non. Ça te semblera naturel quand tu réaliseras que ce n'est pas un non pour toujours. C'est un non jusqu'à ce qu'ils agissent. Bien. De retour chez moi, je m'assis près de la fenêtre et regardais le vent rider le lac. Je ne célébrais pas encore, mais je n'étais pas en deuil non plus. Quelque chose avait changé, et le silence qui m'épuisait avant me semblait maintenant comme quelque chose que j'avais gagné. Le couc à la porte arriva juste avant le coucher du soleil. C'était un voisin rapportant une colis mal livrée. Mais le matin suivant, mon téléphone s'illumina avec le nom de Pierre. Je faillis ne pas répondre. « Salut maman », dit-il sèchement quand je répondis. « On peut parler ?» Il ne perdit pas de temps. En 1 minute, il racontait déjà une histoire d'investisseurs qui s'étaient retirés, de dépenses imprévues, d'une livraison. Je pouvais entendre la désespération derrière son ton toujours tranchant. « J'ai besoin de 50 000 € pour maintenir l'entreprise à flot, dit-il. Juste pour ne pas couler. » Je fermai les yeux. « Et quel est ton plan pour le rembourser ?» Il soupira. « Maman, je n'ai pas le temps pour les jeux. C'est sérieux. Si je perds une entreprise, je perds tout. » Je gardai la voix ferme. « Alors traitons ça sérieusement. Je paierai pour 3 mois avec un conseiller financier. Quelqu'un qui n'a pas d'intérêt dans ton orgueil. Tu partageras tes chiffres, tes projections, tout. S'il pense que c'est viable, je considérerai le prêt avec des termes clairs. » Silence. « Il ne s'agit pas de contrôle, » ajoutai-je. « Il s'agit de ne pas encourager l'échec. Je ne suis pas là pour boucher chaque trou que tu refuses de voir. Pierre souffla comme s'il voulait crier, mais savait que ça n'aiderait pas. « Alors tu paieras un étranger pour te dire quoi faire avec ton argent, mais pas ton propre fils. Je soutiendrai la responsabilité. Pâle supposition. » Il y eut une autre longue pause. Puis quelque chose se brisa. « D'accord, » murmura-t-il. « Donne-moi les coordonnées. » Je les écrivis sur un post-it avec des mains fermes, bien que mon cœur sente l'attraction. Après avoir raccroché, je m'assis avec la culpabilité tourbillonnant dans ma poitrine. C'était encore mon fils. Il luttait. La vieille partie de moi voulait arranger ça, envoyer un chèque et garder l'inquiétude. Mais je ne le fis pas. Et plus fort que la culpabilité, il y avait quelque chose que je n'avais pas goûté en années. Le soulagement. J'avais dit non et le monde ne s'était pas effondré. En fait, quelque chose en moi commença à se reconstruire. Cette nuit-là, Antoine frappa au cadre de ma porte, avec 2 tasses de camomille. Il me donna le thé et s'assit en face de moi au bord du canapé, prudent comme s'il ne voulait pas effrayer la paix qui s'était installée entre nous. « J'ai réfléchi, dis-je en tenant la tasse tiède entre mes paumes. Peut-être qu'on a besoin d'une période d'essai. 6 mois.
Vous trois. Il haussa un sourcil. Un essai? Un examen. Une expérience, précisai-je. Vous trois essayez quelque chose de nouveau. M'appelez quand vous n'avez besoin de rien. Moi, je maintiens mes limites. On travaille à être une famille, pas juste une série de transactions. Il y réfléchit un long moment. D'accord, dit-il. Je peux faire ça. Et il le fit. La semaine suivante, Antoine me donna son premier loyer en espèces dans une enveloppe, sans qu'on le lui demande, sans rappel. Juste un silencieux « Voilà » le jour suivant. Il ajouta des courses au frigo et commença à faire des pâtes les jeudis, sa soirée dîner non officielle. Je ne le lui demandais pas. Il le fit juste. Camille appela encore, maintenant, pour m'inviter à dîner chez elle. Juste dîner. Pas garder les enfants, pas de courses déguisées en compliments. Elle demanda même quel vin j'aimais et essaya de cuisiner une recette de mon vieux carnet, celui qu'elle ignorait habituellement. C'était salé et cru, mais je mangeais chaque bouchée. Pierre me surprit le plus. 2 semaines après avoir travaillé avec le conseiller financier, il m'envoya un plan d'affaires révisé par email. Clair, réaliste, prudent. « Je ne demande pas encore d'argent », écrivit-il en objet. « Je te montre juste le travail. » Je lus chaque page, puis je l'appelai. Pas parce que je devais, mais parce que je voulais qu'il sache que j'étais fière. Nous n'étions